Bon, bah, du coup, c'est reparti. Alors, déjà, oui, je voulais présenter mes excuses aux gens qui sont à distance. Jean-Albert m'a dit après que j'étais très mal positionnée par rapport à la caméra pendant la première partie. Désolée. C'est difficile à gérer l'hybride. Voilà. Alors, sinon, donc, dans la deuxième partie de l'exposé, je vais quand même parler un peu d'explication de classifieurs. Oui, moi aussi, je vais parler un peu de toutes les variantes qui existent parce qu'il n'y a pas de raison. Je sais bien que ça fait 3 fois que vous l'entendez dans la semaine, mais c'est jamais exactement la même chose. Et puis après, je me concentrerai sur l'approche dite contrefactuelle. Est-ce que vous avez déjà eu beaucoup de contrefactuels ou pas cette semaine? Ouais. Bon. Ok, ça marche. Bon, bah du coup, on va aller plus vite. Voilà, j'ai prévu des slides, mais voilà, voilà, faites-moi signe si vous connaissez déjà tout et j'abrège. Hein, voilà. Alors. Donc, donc comme voilà, ça fait une semaine que vous êtes dessus, donc on est d'accord que si on veut chercher à expliquer le résultat d'un classifieur, il y a des milliards de méthodes possibles, parce qu'en particulier, il n'y a pas de consensus. En fait, il n'y a pas d'accord sur c'est quoi une explication, qu'est-ce que c'est qu'une bonne explication, et voilà. Et donc, il y a plein de gens qui ont travaillé sur des définitions formelles, des propriétés désirées, des définitions cognitives, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses, et il n'y a pas d'accord. Donc, ça permet à chacun de faire ce qu'il veut. Ce qui est cool. Mais par contre, voilà. Et puis aussi, il y a plein de types de besoins différents. Par exemple, si je cherche à expliquer un classifieur, est-ce que je cherche à éviter faire un peu un mode débugage pour essayer d'éviter des erreurs de prédiction, ou bien est-ce que je cherche à exploiter le résultat intermédiaire, exploiter la prédiction comme un résultat intermédiaire. Ça dépend aussi du niveau d'expertise de celui à qui on explique. Et est-ce que c'est un expert en termes applicatifs ou en machine learning? Bon, il y a des milliards d'approches, d'axonomies, d'axes de discussion, tout ça, et évidemment, c'est hyper transdisciplinaire. Voilà. Ce sont des choses qui ont déjà été discutées en détail toute la semaine. Donc ça aussi, c'est des choses que vous avez déjà vues normalement. Donc, ouais, est-ce que c'est post-hoc ou est-ce que c'est simultané? Ça, c'est déjà vu. Les hypothèses d'agnosticité, vous en avez entendu parler? Pas, ouais, aussi beaucoup. Donc, soit on fait l'hypothèse qu'on connaît le classifieur, soit qu'on connaît au moins le type du classifieur. Donc, on ne sait pas exactement lequel c'est, mais on sait que c'est un classifieur linéaire ou un classifieur pas linéaire. Est-ce qu'on dispose des données? Est-ce qu'on dispose de la distribution des données, sans avoir les données explicitement, mais est-ce qu'au moins on a de l'information sur leur distribution? Est-ce qu'on a d'autres données qui n'ont pas servi pour l'apprentissage? Est-ce que, par exemple, on a un graphe causal des attributs? Bon, ce genre de choses. Et est-ce qu'on fait des explications locales ou globales? Tout ça sont des choses que vous avez déjà bien vues en détail. Il y a plein de formes d'explications. Oui, je sais, ça fait une semaine que vous entendez ça, c'est pas grave. C'est après la pause pour qu'on s'y remette. On peut faire des dessins, on peut faire des conditions suffisantes pour expliquer la prédiction, donc des règles de décision. L'or, hein, vous l'avez vu, l'or aussi, ok. MES qui est une variante. Bon, il y a les vecteurs d'importance de feature. Il y a plein de variantes aussi. Donc là, il m'échappe qui sont les plus connues probablement. Il y a aussi des choses où quand on s'amuse à échanger les valeurs des attributs, et on regarde si ça reste stable ou pas. Enfin, est-ce que ça a un effet ou pas. Voilà. C'est pour dire, moi aussi, je connais tout ça. Ensuite, aussi, on peut avoir le classifieur lui-même, donc par exemple les arbres de décision, il y a une faute de frappe, désolé, sparse avec un S, des modèles surrogate, et on peut avoir des points particuliers. Donc, on peut avoir des prototypes. Alors là aussi, je voudrais juste faire un point sur les prototypes. La notion de prototype est aussi une notion intéressante et qui n'est pas forcément facile. Donc, quand on dit un prototype, souvent on dit un exemple représentatif de la classe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en sciences cognitives, il y a aussi eu beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle un prototype. J'ai pas prévu d'en parler beaucoup plus que ça, mais c'est juste parce que tout le reste vous connaissez déjà, donc ça peut-être un petit peu moins. Il y a plein de travaux en sciences cognitives sur qu'est-ce que c'est qu'un prototype, et par exemple, la moyenne d'un ensemble d'individus n'est pas un prototype. C'est un cas très limité d'un prototype, parce que normalement, un prototype, ça doit avoir à la fois une notion de ressemblance interne, donc ça doit être quelqu'un qui doit ressembler aux autres membres du groupe, mais normalement, un prototype se définit aussi par opposition aux autres groupes. D'accord. Et on ne peut pas normalement calculer un prototype d'un groupe en ignorant les autres. Typiquement, si j'ai un groupe en haut et un groupe en bas, et je calcule leur prototype, c'est pas juste la moyenne. Le groupe d'en haut, son prototype, il doit être un petit peu au-dessus de la moyenne. Et le prototype du groupe d'en bas, il doit être un petit peu en dessous de la moyenne. Parce que le prototype, normalement, doit chercher à capturer les traits distinctifs. D'accord. Et donc, il y a des travaux qui existent d'Eleanor Roche en particulier sur qu'est-ce qui fait un prototype, comment est-ce qu'on peut calculer un degré de typicité. Et c'est des tas de choses rigolotes. Et il y a aussi des modèles flots pour faire ça, et on peut aussi s'amuser. Voilà. Et puis, donc, les explications contrefactuelles.
Donc, ça s'appelle contrefactuel juste parce que c'est pas factuel, en fait. On est d'accord? C'est contrefactuel parce que c'est un jeu de l'esprit pour faire ça. Donc, on imagine une sortie alternative en modifiant une des causes du type si James Dean avait pris le train, ben, il ne serait pas mort dans son accident de voiture. Et donc, quand on dit s'il avait pris le train, il ne serait pas mort dans cet accident de voiture-là. Peut-être un autre, mais pas celui-là. Et ça a été étudié des points de vue de philosophie, de sciences cognitives. Ouais, vous avez vu les effets des contrefactuels sur les émotions? Vous savez ça? Je trouve un truc que je peux vous dire. Si, j'avais lu ça, en tout cas, je trouve ça rigolo. En fait, les contrefactuels, ça peut expliquer, par exemple, en fait, apparemment, quand il y a une compétition sportive, bon, celui qui a la médaille d'or, il est hyper heureux. Ça, on est d'accord, il a gagné. Mais en fait, apparemment, le médaillé de bronze est souvent plus heureux que le médaille d'argent. Parce que le médaillé d'argent, il voit ce qu'il aurait pu changer en se disant « Ah mince, si j'avais fait ça, j'aurais pu avoir une médaille d'or. » Alors que le médaillé de bronze, il dit « Ah mince, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été classé. » Évidemment, je simplifie beaucoup, hein, d'accord, je ne suis pas des sciences cognitives. Moi. Mais c'était un truc que je trouvais ça intéressant. Donc, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Et voilà quoi. Donc, le raisonnement contrefactuel, on en fait tous tout le temps en fait. On dit ah si seulement j'avais fait ça ou j'avais pas fait ça, etc. Donc ouais. Cerveau qui est récemment étudié ou quand on ajoute du contrefactuel. Angèle Bach, là tu peux mettre le micro. Si, j'ai mis. Merci beaucoup. Ouais, quand on ajoute du contrefactuel, en fait, ça écarte les cas semblables qui sont trop semblables pour renforcer le concept qu'on cherche à mettre en image. Ouais, voilà, d'accord. D'accord, merci. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose dont nous les êtres humains on sert beaucoup, donc s'en servir pour faire des explications c'est hyper utile et donc on analyse les prédictions en changeant, en faisant quelques modifications, on considère des variantes du X qu'on cherche, de l'instance X qu'on cherche à expliquer et qu'est-ce qu'on pourrait changer pour faire ce changement, pour avoir une autre prédiction. Je ne sais pas si vous avez vu le modèle de Miller par exemple, le modèle un peu logique sur les contrefactuels, hein. Non ? Alors justement, les contrefactuels en interprétabilité, c'est pas seulement les contrefactuels qui consistent à chercher un exemple de l'autre côté, il y a aussi un formalisme logique qui a été proposé. Donc Miller, là, c'est le même Tim Miller que celui qui a fait l'article où il a mis 250 références sur qu'est-ce que c'est qu'une explication et ce genre de choses. Enfin, Tim Miller, ouais, bon, c'est... Donc, pareil, donc en se basant, donc c'est pas lui qui le dit, mais en se basant sur l'état de l'art qu'il a fait, il dit bien qu'il y a une caractéristique centrale des explications qui est le fait que ça doit être contrastif. Donc ça, tout le monde est d'accord. En fait, la question, quand on demande « mais pourquoi ?» Quand on demande une explication, en général, c'est « mais pourquoi j'ai pas eu mon crédit ?» ou bien « mais pourquoi je sais pas quoi ?» Enfin, c'est pas sous-entendu, et parfois on l'explicite, c'est plutôt « mais pourquoi P, mais pas Q ?» Et là, on dit on a un contraste et on cherche à comprendre pourquoi le P par opposition à Q. Et par exemple, si on a une image, on ne dit pas seulement pourquoi ça a été classé comme un chat, mais pourquoi ça a été classé comme un chat et pas comme un loup. Et c'est hyper utile d'avoir l'information parce que du coup, quand on va fournir l'explication, en fait, ça donne un contexte en disant, OK, sa question, c'est entre ça et ça. C'est pas de façon générale pourquoi c'est un chat. C'est pas la peine de lui dire parce qu'il y a des moustaches. Parce qu'un loup, il y aurait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, c'est vraiment ça. Donc, ça fournit un contexte pertinent et ça permet de définir quelles sont les attentes de l'utilisateur. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez l'expérience de faire cours aussi, vous aussi, non, vous avez déjà enseigné. Quand un étudiant pose une question et qui dit « mais pourquoi ?» Parfois, on ne sait pas quelle est l'alternative qu'il voit et on peut expliquer des trucs très généraux et en fait, ce n'est pas ça du tout la question. Sa question, c'était pourquoi P et pas Q, et nous, on est parti sur une explication complètement générale qui ne va pas être intéressante. Et donc, Tim Miller propose une formalisation dans un modèle un peu lourd. Je vais vous dire, parce que voilà, moi, j'avoue que j'ai un petit peu mal dessus. Alors, qu'est-ce qu'il se donne? Il se donne un modèle causal. Alors, c'est quoi un modèle causal? En fait, ça veut dire qu'il a des attributs qu'il dit exogènes. Des attributs qu'il doit fixer de façon générale. Par exemple, je ne sais pas moi, je considère des appartements, je vais me dire, j'ai des trucs que je dois fixer, par exemple, la taille du rectangle dans lequel il est inscrit, donc largeur, longueur, l'arrondissement dans lequel il est situé, à quel étage de l'immeuble il est situé, etc. Et à partir de ces explications, à partir de ces attributs exogènes, on va pouvoir définir des attributs endogènes par le modèle causal,
Par exemple, pour définir la surface. Si j'ai sa longueur et sa largeur globale, je peux calculer sa surface. Okay. Et après, une fois que j'ai la surface, que j'ai l'arrondissement, que j'ai tout ça, je vais pouvoir calculer le prix. Et donc, ça fait un modèle où on a des exogènes qui définissent des endogènes, et après, on combine tout ça, et on a plein de variables, dont une qui va nous intéresser en particulier. Donc ça, c'est le modèle causal. Après, on a le contexte U, qui est, on a un appartement en particulier. Et on a une formule phi qui est telle que, étant donné ce modèle causal et étant donné cette observation-là, alors on a la formule phi qui est vraie. Par exemple, il est vrai que le prix de cet appartement est à, je sais pas, 1 million d'euros. Je n'ai pas d'idée sur les marchés immobiliers, peu importe. Et ce qu'on cherche, c'est de trouver une explication à pourquoi est-ce qu'il a ce prix-là. Alors, de façon générale, qu'est-ce que c'est qu'une cause effective? C'est alors des variables endogènes, grand X, dont on va fixer des valeurs, telles qu'on peut effectivement observer ces valeurs-là dans le modèle causal et le contexte. Et en plus, il existe des valeurs X', telles que si je changeais ces valeurs-là, donc si moi je forçais à changer ces valeurs-là, alors j'observerais non phi. D'accord? Ouais, ça marche. Donc voilà, donc je n'aurais plus un prix de 1 million, j'aurais autre chose. Si je disais, ah oui, mais s'il n'était pas situé dans le premier arrondissement, mais qu'il était situé, je ne sais pas où, ailleurs dans Paris, alors il ne serait pas 1 million d'euros. Évidemment, il y a plein de possibilités. Il y a plein d'explications possibles à ça. S'il changeait sa surface, il changerait probablement de prix aussi. C'est pour ça que... Ah oui, et en plus, ça doit être minimal quand même. C'est-à-dire que je peux dire, si je change la surface et que je change l'arrondissement et que je change plein de choses, ça fait ça. Moi, je veux une explication minimale. Donc là, j'ai plein de concurrents. Et en fait, souvent, ce qu'ils définissent, c'est donc une cause contrastive en disant pourquoi il est à 1 million d'euros et pas à 800 000. Ou bien pourquoi il est à 1 million d'euros et pas à 1 million d'euros. Et on ne va pas forcément avoir la même explication dans les deux cas. Et donc, l'explication contrastive, ça en plus c'est les causes contrastives, et après il y a encore une étape pour les explications contrastives, mais je ne vais pas aller jusque là. Je pense que ça suffira déjà pour voir un peu ce qui manipule. Et donc il dit, la cause contrastive, ça va être un couple cette fois-ci, non pas seulement une valeur, de telle sorte que, alors déjà il faut que psi ne soit pas vérifié dans le modèle, et là, c'est-à-dire que voilà, l'appartement il ne coûte pas 1 million d'euros, il coûte 1 million. Le x égale x, ça doit être un sous-ensemble d'une des causes de phi. Donc je vais expliquer mon observation phi par opposition à psi en prenant un sous-ensemble des causes de phi pour lesquelles je vais pouvoir changer, alors c'est là que ça devient compliqué, je vais pouvoir changer les valeurs de x à y et éventuellement, alors ici j'ai mis un w égale w parce qu'il dit je vais pouvoir changer des choses dans l'observation aussi, éventuellement. Et ensuite, il faut que les valeurs... Donc, en fait, je dis, je vais changer ces valeurs-là, x, et d'autres choses éventuellement, pour avoir psi et non pas non psi. Et ensuite, il faut que les valeurs de y soient incompatibles avec les valeurs de x, et en plus, il faut que ça, ce soit maximal. Si vous voulez. Ouais. Sauf que là, pour moi, c'est plutôt un surrogate qu'un contrefactuel. Voilà, mais c'est pas de W dans les... Ouais. Hier matin, Pierre Marquis nous a présenté aussi un framework logique sur l'explication. Je pense que c'est plus complet et plus évident que ici, mais est-ce que c'est Pierre? D'accord. Ok, ça fait partie des exposés que je n'ai pas pu assister. D'accord. Mais qui dit à peu près la même chose. Hein. Voilà, c'est très compatible. C'est juste que... Cool. L'intérêt de 10h18, en tout cas, c'est qu'effectivement, le survey est assez complexe. Ouais, le survey est monumental. Bon, ouais, c'était pour dire, il y a aussi des contrefactuels logiques là. D'un point de vue numérique, donc ça, je pense que vous avez tout vu en détail. Donc, on fait varier l'instance. Donc, on dit que, alors, l'exemple typique, c'est on a un client dont la demande de crédit a été refusée et on dit s'il gagnait 500 € de plus par mois et qu'il avait un accident de moins par an, alors ça aurait été accepté. Exemple complètement fictif. C'est plein de motivations cognitives pour du vrai. C'est-à-dire que c'est comme ça, effectivement, qu'on apprend en pratique.
Typiquement, les parents, ils vont dire, là aussi c'est un exemple typique, hein, je n'y connais rien en animal, mais voilà, si on dit si l'animal avait des oreilles plus longues, alors ce serait un lièvre et pas un lapin. Et donc c'est vraiment comme ça, quand un enfant apprend en disant mais pourquoi, enfin, c'est le genre de choses qu'on peut imaginer lui expliquer. Justement, c'est pour là on va pointer du doigt la différence entre les éléments. Voilà. Et ça a des motivations pratiques, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'il faut changer pour, alors moins pour le lapin dont on va aller tirer les oreilles, mais pour le crédit. On se dit, ah bah voilà, alors je peux pas forcément gagner $500 de plus, mais peut-être je peux agir sur ces trucs. Ok. Donc la définition formelle, donc vous avez dû la voir, donc je donne un classifieur, un point X, je cherche une explication E qui est classée différemment de X, et je cherche à faire un effort minimal, c'est-à-dire je cherche à minimiser la différence. Ouais, c'est bon. Ça marche. Donc il y a plein de méthodes pour faire ça. Donc je cherche donc le E étoile qui va minimiser un coût. Donc je vais faire varier le E. Je vais chercher le coût minimal. Le coût ici il dépend de X. C'est un coût qui est relatif à X, de telle façon à ce que la classe soit différente. Et il faut donc que je définisse la fonction de coût, le C de X, là, l'espace de recherche de E et la méthode d'optimisation que je vais utiliser. Donc il y a plein de méthodes qui existent. Par exemple, pour les distances, on peut prendre la distance L2, la distance euclidienne banale, on peut prendre la distance L1, on peut prendre une distance L0 qui va ajouter intrinsèquement une contrainte de parcimonie. Si je fais une contrainte L0, c'est que je vais compter le nombre d'attributs que je change, en disant je veux minimiser le nombre d'attributs que je change. On peut avoir des coûts qui soient non uniformes sur tous les attributs. Okay. Quand je vais chercher sur tout l'espace, donc là par défaut moi j'ai mis que E on cherchait dans tout l'espace, en fait on peut chercher éventuellement dans un sous-espace seulement. Typiquement on peut dire que j'ai certains attributs que de toute façon je ne peux pas changer. Donc, ça sert à rien de dire tiens t'as qu'à rajeunir de 10 ans et tu auras ton crédit, ouais cool. C'est pas très sympa quoi. Enfin, voilà. Donc on peut décomposer l'espace grand X en disant il y a les attributs sur lesquels l'utilisateur peut avoir un effet direct, sur lesquels il peut avoir un effet indirect et ceux qu'il ne manipule pas. Et ensuite, on peut tordre l'espace en disant je vais aller chercher plutôt dans telle direction. En disant je ne vais pas chercher le X, je vais pas chercher le E dans tout l'espace, je vais chercher le E dans ces dimensions-là. Ça peut revenir au même d'ailleurs que de changer la distance. Enfin, ça peut être on peut l'intégrer soit dans l'espace qu'on cherche, soit dans le coût, en disant je m'interdis d'aller changer. Enfin, voilà, quoi. Ceux qui varient que par les attributs que je ne peux pas changer sont considérés comme étant tous à la même distance et c'est pas ça qui va faire. On peut prendre en compte des corrélations d'attributs. Si on a des informations sur la causalité, c'est la fête. Enfin, et ensuite, pour les méthodes d'optimisation, ça dépend des hypothèses d'agnosticité qu'on fait. Il y a des méthodes très efficaces qui existent pour les classifieurs linéaires. Et moi, je parlais un tout petit peu de la méthode de Thibault, qui est basée sur des recherches, sur de l'échantillonnage random. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on considère un mélange entre une distance euclidienne et une distance L0, en disant qu'on veut à la fois un point qui soit vraiment pas loin, et en plus, on dit explicitement qu'on veut minimiser le nombre d'attributs qui changent. C'est-à-dire que s'il n'est pas loin, mais qu'il a fallu changer un tout petit peu, certes, mais qu'il a fallu changer tous les attributs, on dit que c'est pas terrible et qu'on préférait peut-être aller un petit peu plus loin, mais changer que 2 attributs plutôt que 40. C'est ça le principe. Évidemment, on pourrait faire une combinaison plus subtile que de faire la somme, mais après, il faut mettre des poids. Comment on choisit les poids, on ne s'en sort pas forcément beaucoup. Et donc, une façon d'optimiser ça, c'est en fait de faire une approche séquentielle en disant d'abord, je vais chercher juste à minimiser le L2. Donc, en fait, et là, je vais faire une recherche de Monte-Carlo. En fait, je vais faire des tirages de points aléatoires. Je peux faire ça par l'algorithme va s'appeler Growing Spheres parce qu'on fait effectivement des sphères qui vont être de rayons qui va augmenter autour de X et on dit je les augmente au fur et à mesure jusqu'à tomber sur un point qui soit de la taille différente. Et donc quand je fais ça, j'ai complètement omis la partie sur la distance L0 et une fois que j'ai fait ça, je dis ce résultat-là, je considère que c'est un résultat intermédiaire et maintenant je vais chercher l'explication finale qui va minimiser la distance L0 à ce point intermédiaire. Et ici, vous voyez que ce E, cette fois-ci, je le cherche uniquement dans les projections de ce E tilde, en disant je vais faire des projections attribut par attribut pour regarder, en disant ok, voilà le meilleur point que j'ai trouvé. Si j'optimise, si je ne changeais que cet attribut-là, est-ce que ce serait mieux que si je ne changeais que cet attribut-là? J'ai des dessins qui viennent tout de suite. Et en fait, ah oui,
Et en fait, ça marche parce que en fait, Monte Carlo, on sait que c'est une méthode approchée. Et en fait, on va dire, comme ça va être une méthode approchée, on peut optimiser encore localement autour de cette solution approchée. C'est-à-dire que plus exactement, évidemment, c'est un dessin en 2D parce que sinon, on ne sait pas faire. Donc ici, j'ai la frontière de mon classifieur, j'ai le point X que je cherche à expliquer. Je génère des premiers points qui sont locaux autour de X. Ils sont tous pour l'instant classés de la même façon. Donc je vais chercher un petit peu plus loin, je vais générer plus loin, et là, je trouve mon E-tilt. Le vrai point optimal, c'était le point vert qui est ici. C'était lui le point le plus proche qui était de l'autre côté de la frontière. Comme j'ai fait une méthode de Monte Carlo, je ne suis pas tombé dessus, ça aurait été un peu la peine, quoi. Je suis tombé un petit peu plus loin. Mais en fait, c'est comme je suis parti un petit peu plus loin, je vais en fait maintenant faire une projection, donc c'est le dernier dessin en bas à droite, je vais faire maintenant une projection sur les différents attributs, et je vais prendre le dernier, ici je vais dire, en fait, je vais prendre ce point E indice F, qui va en fait modifier uniquement l'attribut X, mais qui ne va pas modifier l'attribut Y. En disant, trouver directement le point E étoile, ce serait trop coûteux en termes d'optimisation. Donc, je fais un truc un petit peu approché. Donc, c'est vrai que, alors, d'un point de vue purement optimisation, c'est pas très propre. D'accord que la fonction de coût qu'on optimise, là, on n'optimise pas très proprement. Mais en même temps, en pratique, ça permet d'avoir des explications qui vont être, en fait, pas inintéressantes. Donc, ok. L'or, vous m'avez dit, vous connaissez? Vous l'avez vu déjà? Non. Okay. Alors l'or, l'or, ça a été proposé par Guy Doty, dont vous avez peut-être entendu le nom beaucoup dans la semaine. Bon, en tout cas, ça fait partie des noms de référence, allez voir. En fait, c'est marrant parce que, donc comme la plupart des méthodes, en fait, on a dit au début, il y a les méthodes Storogate, il y a les méthodes par counterfactuel, il y a les méthodes, etc. Puis après, il y a plein de méthodes qui, évidemment, sont hybrides, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de se priver. Voilà, on combine tout ça. Et donc, en fait, l'or, il est intéressant parce que, donc, il a d'une part une partie Surrogate, effectivement. Donc, ce qu'il fait, c'est que autour de la donnée X qu'il cherche à expliquer, il va générer des données équilibrées, en utilisant pour ça un algorithme génétique. Donc, il utilise un algorithme génétique pour générer des points, pour être sûr d'avoir autant de chaque côté. Ensuite, il apprend un arbre de décision sur ces données générées, qui permet de faire une approximation locale de F. Et il en déduit une règle qui est le chemin, le chemin de X quand on s'en sert pour faire la prédiction dans l'arbre. Et après, il rajoute une composante contrefactuelle en disant je ne vais pas fournir comme explication directement ma règle, je vais quand même fournir une donnée pour dire voilà ce que tu aurais pu changer pour changer de classe. Et donc pour faire ça, il dit pour chacune des feuilles qui prédit une classe qui est différente de celle de f de x, je vais compter le nombre d'attributs qu'il aurait fallu changer pour que ma donnée elle parte par là, donc pour que ma donnée elle soit effectivement affectée à ça. Et mon explication, c'est le chemin des feuilles de score minimum. Donc, donc on apprend bien un arbre de décision local, mais après l'explication qu'on fait, c'est pas directement ce chemin-là, c'est pas cette règle-là, c'est d'aller regarder la règle qui serait proche, mais qui prédirait une classe différente. Ok, donc il y a plein de méthodes, il y a plein d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois les trucs où ça marche pas, les trucs où il faut faire attention, et les trucs où il y a des pièges. Donc là aussi, je pense que là aussi, vous me direz ce que vous avez déjà entendu en long, en large et en travers. C'est pas la peine d'en repasser. Donc là, c'est surtout les travaux de thèse de Thibault dont je vais parler. En fait, quand on utilise les méthodes de contrefactuel, là, il y a un premier problème, c'est les explications non justifiées. Et en fait, c'est un problème complexe. Alors, ici, on imagine qu'on a deux classes. Enfin, là, c'est le classifieur. C'est pas la vérité terrain. La vérité terrain, de toute façon, je ne la connais pas. D'accord ? Je n'ai pas la vérité terrain. J'ai mon explication X à prédire. Et ici, j'ai donc mon classifieur. Il a pris ici une zone verte et ici, il a pris une poche, quoi. Une poche verte. Ce qui fait que techniquement, quand on cherche les contrefactuels, ben, en fait, c'est lui le plus proche. Donc le contrefactuel, c'est lui. Donc l'explication que je devrais fournir, c'est ce déplacement-là. Alors qu'en fait, on se dit, bah ouais, mais là, c'est peut-être un peu du surapprentissage. En fait, le classifieur, il a appris quelque chose qui ne correspond pas vraiment. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler une explication non justifiée. En fait, on préférerait en fait avoir cette explication-là parce qu'elle serait justifiée. Alors, là, on peut faire des choses. On peut, par exemple, faire une méthode de diagnostic. Alors, le diagnostic, ce qu'on fait là, c'est pas une méthode de
d'explication, c'est une méthode de diagnostic. On veut regarder est-ce que les méthodes d'explication, elles tombent souvent dans ce problème-là ou pas. Donc, pour faire ça, on utilise les données d'apprentissage. Puisque c'est du diagnostic, je ne suis pas en train de faire une explication. Donc, je diagnostique, donc je considère que je dispose des données d'apprentissage, je suis en train de faire une analyse de ce qui se passe. Et ce qu'on appelle l'explication justifiée, c'est est-ce qu'il existe un chemin entre... Donc ici, on a rajouté les carrés verts, et les carrés verts sont les données d'apprentissage. Et je dis, mon explication est justifiée s'il existe un chemin qui ne traverse pas la frontière entre une donnée d'apprentissage et mon point. Et là, celui-là, c'est un exemple illustratif, donc forcément ça marche comme ça, mais ce point CF1, là, il n'est pas justifié par aucune des données d'apprentissage. Et donc, voilà, ce qu'a montré Thibaut, c'est que la plupart des méthodes contrefactuelles sont très sensibles à ce risque-là. Mais alors après, la vraie question, c'est est-ce que c'est un risque ou bien est-ce qu'en fait, c'est un comportement souhaité? Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce que ce qu'on veut expliquer, c'est le classifieur ou c'est une espèce de réalité sous-jacente? Si on veut expliquer le classifieur, alors effectivement, on a tout à fait raison de renvoyer ce contrefactuel-là. Ce contrefactuel-là, c'est effectivement le point le plus proche qui permettrait d'aller dans l'autre classe. Et donc, typiquement, si c'est, je sais pas moi, pour la détection de fraude ou je sais pas quoi, on est en train d'expliquer au type en disant, ouais, en fait, tu peux exploiter une faille du système. Et si tu veux te retrouver dans l'autre classe, là, enfin, on lui caractérise pas la zone qu'il y a, mais on lui dit, voilà, tu pourrais aller par là. Alors que si on veut expliquer, enfin, si on espère expliquer une réalité sous-jacente, ça marche pas. Mais de tout temps, quand on fait l'explicabilité, on veut expliquer le classifieur. Et c'est la grande question, si le classifieur a tort, qu'est-ce qu'on fournit comme explication? Est-ce que expliquer un classifieur qui se trompe, est-ce que c'est un objectif ou pas? Je ne sais pas, enfin, vous en pensez, enfin, vous en avez déjà débattu? Ouais. À savoir si le classifieur se trompe. Mais à ce moment-là, s'il n'a que le classifieur à disposition, il ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut qu'on laisse tomber les hypothèses d'agnosticité qu'on fait souvent. Si on a un post-hoc, c'est cuit. OK. Voilà. Donc ça, c'était juste pour dire, voilà, ça c'était un premier risque. Le deuxième risque, qui est classique aussi, c'est de faire des explications hors distribution des données. Donc ça, en fait, c'est les fameux iris. Vous connaissez les iris, forcément? Ouais. Sur 2 attributs, ça suffit largement. Je ne sais même plus quel est le classifieur, mais on voit bien les 3 iris, là, Virginica, Setosa et Versicolor, peu importe. On cherche à expliquer le point rouge qui est ici. Donc, il cherche le contrefactuel, et le contrefactuel, c'est le point vert qui est au-dessus. Et ce point vert, oui, c'est le contrefactuel, mais il est complètement hors de la distribution des données, qu'on ne connaît pas. Donc c'est pas forcément, il n'a pas tort, mais c'est pas très satisfaisant. Donc typiquement, donc ça c'est l'exemple des iris, on dit à l'utilisateur, ah bah si tu avais 5 ans, ton crédit serait accepté. Mais il n'y a personne qui a 5 ans dans la base de données des gens qui ont demandé un crédit. Enfin, bref. Ouais, normalement. Et donc, comment... Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, mais là, pareil, si on a que le classifieur et qu'on est en pur post-hoc, voilà. Mais donc ça veut dire qu'on a le risque d'avoir une explication qui ne sert à rien. Et donc, à quel point est-ce qu'il faut dire, je tiens à mes hypothèses d'agnosticité et tant pis, c'est des explications qui ne servent à rien, ou bien est-ce qu'on se dit, pour que mon explication ait un sens, voilà. La question de qu'est-ce qu'on se donne en entrée, qu'est-ce qu'on s'autorise à utiliser ou pas, c'est une question hyper compliquée. C'est vrai, il y a des effets qui sont un peu plus tordus, c'est-à-dire que parfois, parce que là, c'est juste, ouais, clairement, il est en dehors. Après, on pourrait dire, il doit avoir le même âge, mais 5 ans d'études en plus. Je parle même pas d'actionnabilité. Hein. C'est même pas que ce soit actionnable ou pas. C'est juste que c'est une situation impossible. C'est pareil. Ce serait une zone de l'espace où il y a personne. Quoi. Enfin, ça n'existe pas d'avoir le même âge et 5 ans d'études en plus. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de réponse. C'est juste un risque. Enfin voilà. Il faut se dire il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut vouloir souhaiter dans ce cas-là. Alors, il existe des choses qui, justement, disent on va faire des hypothèses d'agnosticité moins drastiques. Alors, pareil, vous avez entendu parler de FACE, pas encore? Non? OK. FACE, donc, c'est le cas, il dit que
justement, on a besoin d'avoir plus d'informations. Donc Face, il dit, je considère que j'ai des données. Alors, c'est pas forcément la peine que ce soit des données d'apprentissage. Donc, c'est pas la peine que ce soit des données d'apprentissage. Elles n'ont même pas besoin d'être étiquetées. C'est juste, je dois avoir un jeu de données. D'accord, je dois avoir des données qui sont disponibles. Donc, c'est quand même moins. Enfin, c'est là aussi, il faut qu'on se dise qu'est-ce que je suis prêt à abandonner comme hypothèse, à quel point ça va m'être coûteux ou pas. Là, c'est pas trop coûteux. Et donc, Face, il s'appelle, donc c'est Feasible and Actionable Counterfactual Explanations. Donc, c'est le même principe de chercher un chemin optimal entre X et E, sauf que cette fois-ci, on va faire un chemin pondéré. Et donc, on va dire qu'on va chercher à passer par les points qui sont disponibles. Comme ça, on va se retrouver hors distribution. C'est ça le principe, hein, c'est de rester dans la distribution. Et donc, on dit, bah, si j'ai des données, je peux faire une approximation de ma distribution. Et donc, on va faire un poids entre deux données, entre données WI et WJ, qui va dépendre de la distance entre I et J, parce que s'ils sont trop loin, ben ça ne va pas, et la probabilité, enfin, la distribution de probabilité, la densité, localement à ce point-là. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, sauf que si j'ai deux classes qui sont hyper bien séparées et que j'ai aucun point au milieu, ben, je peux pas faire. Je peux pas faire parce que il faut. Donc, imaginez bien, hein, j'ai deux classes qui sont complètement séparées, donc au milieu il y a personne. Et donc j'ai un point qui est affecté à ce cluster, enfin à cette classe-là. Il demande comment est-ce que je pourrais être affecté dans l'autre classe. Alors évidemment, on peut dire il n'y a pas moyen, de toute façon les deux classes sont trop bien séparées. D'accord, mais là, voilà, il répond rien. Parce qu'il dit, est-ce que je peux trouver un chemin qui va, avec les données d'apprentissage, partir de ce cluster, enfin, de cette classe-là pour aller vers celle-là? Bah non, il n'y a pas de chemin. C'est une explication aussi. Enfin, c'est-à-dire comment je peux faire pour aller dans notre classe? Bah tu peux pas. Pourquoi pas? C'est peut-être un peu violent, mais c'est possible aussi. Après, si on n'a pas forcément les données, mais qu'on a une distribution sur les données, on peut apprendre soi-même sur les données. Hein, c'est pas, voilà. On dit, ben, j'impose que mon explication soit dans une région dense. C'est-à-dire que quand je cherche le E optimal, je rajoute la contrainte que la probabilité de E doit être supérieure à un seuil. Et même, je peux demander que la densité localement soit supérieure à un seuil pour une classe donnée. D'accord? Ce qui permet éventuellement, si je reviens en arrière, ça permet aussi de répondre éventuellement à ce problème-là, parce que je peux dire ici, ben, lui, là, il a même s'il y a d'autres données, enfin, il n'y a pas une densité suffisante de la classe cible. Donc, ça peut permettre de résoudre ce problème. Après, il y a les travaux de Mahajan qui dit, lui, qu'il suppose qu'il connaît un graphe de causalité. Donc, le graphe de causalité, ça veut dire ici, il fait l'hypothèse qu'il connaît la distribution des valeurs d'attributs en fonction des valeurs d'autres valeurs d'attributs. Et à ce moment-là, eh ben, on peut faire un score causal pour dire bah, ce point-là, en fait, il est situé très, très, très loin dans l'espace causal. En disant, bah, il y a des valeurs d'attributs qui sont en fait incompatibles avec les informations dont je dispose. Donc, il est considéré comme étant hyper loin. Donc, bah, du coup, je ne peux pas y aller. Et ah oui, ça lui permet de faire des explications qui soient considérées comme réalistes, enfin au sens réaliste, là c'est juste compatible avec le graphe causal des informations disponibles. Voilà. Ah bon, en fait, je suis allée très vite. Bah, en même temps, vous connaissez déjà tout. Bon, désolé. La deuxième partie était vraiment plus courte. Donc là, j'ai remercié tous les gens avec qui j'ai collaboré sur ce truc-là. XAI est une perspective cruciale et un vrai défi pour l'intelligence artificielle. Il y a des trucs partout qui se passent tout le temps. Comme disait Cynthia Rudin hier, ça va très, 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 très vite. L'état de l'art, il change tout le temps. Et il faut lire beaucoup. Et il ne faut pas espérer tout lire. C'est juste pas possible. Quoi. Donc, ça, c'est évident. Donc, il y a des sessions spéciales. Donc, ça, par exemple, si on fait WHI, c'est une session spéciale à la conférence ICML. Il y a une session spéciale sur XAI à la conférence ISHKAI, à KDD. Et maintenant, dans toutes les conférences, en gros, il y a une session spéciale là-dessus. Après, il y a des conférences qui sont dédiées que à ça. Au niveau français, je ne sais pas si tu as fait de la pub déjà. Bon, ben voilà. Je me permets de faire de la pub pour le GDRIA. Et puis, ah oui, oui, de toute façon, ici, c'est. Ouais, bref. Il y a aussi l'atelier Madix Fender. Enfin, il y a plein d'initiatives aussi au niveau national et ça peut valoir le coup de travailler dessus. Et puis après, c'est pour dire que, ouais, donc il y a
il y a plein de questions qu'on peut se poser. Enfin, il y en a encore et encore et encore et encore. Donc, la question de la localité. Donc, si vous entendez parler des contrefactuels, et forcément, la question, c'est mais dans quelle zone je génère mes données pour aller chercher les contrefactuels? Est-ce que je génère juste au voisinage? Donc, vous savez que donc, oui, ou Lime, c'est pas que les contrefactuels. Lime aussi génère des données localement, jusque où c'est local, et jusque où il faut que j'aille pour avoir une information qui soit intéressante ou pas. La question de la robustesse de l'explication, on a dû en entendre parler aussi toute la semaine en disant mais si je change un peu ma donnée et que j'ai une explication qui n'a rien à voir, hein, est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que je veux dire que si j'ai deux données qui sont proches, c'est d'avoir des explications qui sont proches? Oui, mais en même temps, ça se trouve, elles sont proches, mais en fait, dans l'espace de décision, elles sont très très loin, parce que, je sais pas, elles sont très très proches, mais elles sont dans une zone où justement la frontière de décision fait un angle ou je sais pas quoi. Donc, on ne peut pas exiger ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour traduire le fait qu'on voudrait une robustesse quand même de l'explication, mais on ne veut pas une robustesse à tout prix non plus, parce que ça doit vraiment être par les données. Bon, bah, c'est pas évident à dire. Ah oui, il y a un truc qui, moi, me tient à cœur aussi, c'est l'affichage des résultats. Parce que tout le monde dit Lime, c'est l'explication. C'est pas l'explication pour tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, pour comprendre ce que dit Lime, déjà, il faut avoir fait du machine learning. Enfin, il faut quand même avoir un certain nombre de compétences techniques, quoi. Si vous demandez à quelqu'un qui voudrait juste savoir pourquoi son crédit a été refusé, si vous faites le dessin de Lime, ça marche pas. D'accord. D'accord. C'est ça. C'est juste pas possible. C'est pour ça que maintenant, il y a ce qui s'appelle les interfaces explicatives. J'aurais pu vous parler de ça, on a une thèse en cours là-dessus. Donc les interfaces explicatives, c'est des gens qui disent « Ok, je vais prendre en input les résultats des expliqueurs et je vais vous faire un truc qui, pour un vrai utilisateur final, qui n'est expert, alors typiquement, ni de machine learning, ni du domaine considéré, ce n'est pas un expert en assurance. C'est juste, voilà, il y a quelqu'un qui dit « J'ai pas eu mon crédit, mais pourquoi ?» Et la question, c'est comment je fais une interface qui présente les résultats de façon acceptable. Donc l'idée, c'est pas d'inventer des nouvelles méthodes d'interprétabilité. Dire Lime ou les contrefactuels, c'est déjà bien. Mais du coup, comment est-ce que je peux les présenter de façon un petit peu plus sympathique? Et donc c'est voilà, dans le domaine de interface user, IUI, ce genre de choses. Hein, il y a des tas de. Ils font aussi de l'XAI, mais c'est pas le même que les informaticiens. Mais c'est des tas de questions qui sont aussi essentielles. Et c'est vraiment comment je représente ces résultats-là. Enfin, parce que même un contrefactuel, ça nécessite aussi un petit peu d'explication pour le mettre en valeur. Quoi. Alors évidemment, j'ai parlé des sécrétions linguistiques pendant 1h30 en long, large et en travers. C'est pareil là. Si on fait un contrefactuel en disant ouais bah s'il gagnait 317,62 € en plus par mois, ouais. On ne va pas comprendre non plus. Quoi. Je veux dire, 17 centimes, ça change tout ou enfin, c'est pas grave. Donc là aussi, il faut faire des approximations, mais il faut faire des approximations qui ne nuisent, enfin, qui soient à la fois acceptables d'un point de vue cognitif et qui en même temps correspondent à ce qu'on veut expliquer. Quoi. Enfin, si effectivement c'est 317,62, il faut voir est-ce qu'on arrondit à 317 ou à 318. Il faut partir du bon côté. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 320 ou, enfin, et évidemment, la question cruciale de l'évaluation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, la plupart des méthodes disent je suis plus interprétable que l'autre parce que j'ai défini l'interprétabilité comme ça et regardez ma méthode d'optimise. Alors que les autres méthodes, elles ne sont pas bonnes sur ce critère-là. C'est de bonne guerre, on est d'accord. De toute façon, c'est de bonne guerre à chaque fois qu'on fait de l'apprentissage non supervisé. On fait du clustering, c'est pareil. On fait du clustering. Chaque algorithme de clustering est meilleur que tous les autres parce qu'il y a un critère différent à faire. Voilà. Moi, je dis qu'il faut, en fait, la vraie évaluation, c'est qu'on a besoin d'avoir des expérimentations utilisateurs. On a besoin d'avoir un utilisateur et que lui dise est-ce qu'il a compris ou pas. Ouais. Et là, voilà, c'est comme quand on fait du clustering. En fait, on ne veut pas dire quelle est la partition. Est-ce que la partition qu'on a obtenue est bien ou pas. En fait, on évalue la partition dans un objectif plus général, hein, qui est à quoi est-ce que la partition va servir derrière. Qu'on ait décomposé les données et qu'on dit voilà, j'ai 5 groupes. Est-ce qu'on voulait 5 groupes ou 6 groupes? C'est pas très grave en fait. C'est qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Et donc là, pareil. Ce qui importe, c'est l'explication, mais est-ce que l'utilisateur a compris ce qu'on veut faire? Et en fait, alors déjà, c'est très coûteux, hein, parce que l'ancienne expérience avec des utilisateurs, ça ne se met pas en place comme ça, c'est très coûteux. Et en plus, ça reste hyper compliqué, parce qu'on dit, est-ce que l'utilisateur a compris? Ok. Mais c'est quoi l'objectif pédagogique? En fait, si on reprend, si on dit, tiens, je vais faire un système où l'utilisateur va apprendre à reconnaître des arbres, ça existe, enfin, est-ce que c'est un platane, est-ce que c'est un orme, ou est-ce que c'est un... Bref, voilà. On peut dire, est-ce qu'il a compris? On va regarder, est-ce que lui, il sait prédire ou pas par la suite?
Alors, est-ce qu'il faut qu'il apprenne à prédire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'il ait compris la réalité sous-jacente, est-ce qu'il faut qu'il soit capable, lui, de reproduire le même principe que le classifieur sur lequel il se base? Je ne sais pas. Et si on prend un exemple là sur les assurances, là, qu'est-ce qu'on veut qu'il comprenne en vrai? Quelle est la question qu'on va lui poser pour savoir qu'est-ce qu'il a compris? Dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir lui dire oui, j'ai compris? Parce qu'on ne veut pas qu'il apprenne à prédire le prix de l'assurance pour n'importe qui. Enfin, on ne va pas faire de lui un actuaire. Ce n'est pas l'objectif de l'explication. Et donc, en fait, c'est hyper compliqué. Donc, Clara, qui travaille sur les interfaces explicatives, là, donc elle avait un cas d'application sur les assurances. Et ouais, en fait, donc on se dit, on veut voir s'il a compris. Donc, en gros, on va lui faire un examen, enfin, une interrogation, quoi, enfin, une interrogation écrite. Mais c'est quoi qu'on veut qu'il comprenne, en fait? Et c'est pas du tout évident. On dit, on veut qu'il comprenne que l'explication est locale, c'est-à-dire qu'elle est pour lui, mais elle ne serait pas pour son voisin. Ok, c'est un bon point. Ça peut être un point intéressant. Mais en fait, voilà, dire, mais quel est l'objectif pédagogique de l'explication? Et je pense qu'on devrait souvent se demander, mais c'est quoi qu'on veut expliquer vraiment? C'est quoi qu'on veut qu'il comprenne? Ça ne me semble pas toujours si évident que ça, je trouve. Ils sont déjà proposés pour faire cette évaluation avec les utilisateurs? Alors, il y a des choses sur les perceptions subjectives. Donc, est-ce que les utilisateurs sont contents ou pas? D'accord. Enfin, voilà. Donc, il y a des échelles qui sont prédéfinies avec, par exemple, il y a User Satisfaction Scale avec 8 dimensions différentes. Est-ce que l'utilisateur estime, donc c'est de l'auto-perception, est-ce qu'il estime que c'était clair? Est-ce qu'il estime que, alors c'est quoi? C'est complet, clair? Est-ce que ça l'aide? Est-ce qu'il fait confiance? Est-ce que, j'ai plus les 8 en tête, mais voilà, ça existe. Mais c'est de la satisfaction. Et parfois, et souvent, je crois qu'il y a des résultats, il y a des travaux qui existent aussi qui disent que, par exemple, les utilisateurs, surtout sur les cas, je crois que c'est les images ou les textes, ils sont hyper contents. Mais si on fait de la compréhension objective, en fait, ils n'ont pas compris. Voire, donc ceux qui arrivent à faire leur sujet d'examen, là, enfin ceux qui ont fait un cadre où ils ont fait un vrai sujet d'examen, ils comprennent moins bien avec ce type d'explication qu'avec cet autre type d'explication. Mais par contre, ils sont beaucoup plus contents. C'est marrant. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà, quoi. Et voilà, une autre façon de se faire, c'est de se dire, est-ce que l'utilisateur sait vraiment qu'est-ce qu'il doit faire et quel est le enfin bon, voilà, donc qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir son crédit. Ça dit, on ne veut pas en faire des fraudeurs non plus, quoi. L'objectif, enfin, et quand je disais tout à l'heure, oui, mais justement, on est en train de lui apprendre la faille du système. Là, quand j'avais mon explication, là, que je disais injustifié, là, ma poche non justifiée. Est-ce que c'est ça qu'on veut lui apprendre? Je ne sais pas. Ça ne me semble pas. Voilà. Donc vraiment, cette évaluation-là, donc évidemment, c'est un critère subjectif, c'est une définition, enfin, les explications, c'est un domaine subjectif. On ne sait pas ce qu'on veut, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de définition formelle, etc. Mais même quand on essaye de se dire, OK, d'accord, c'est subjectif, mais quand même, ça reste un problème qui, je trouve, pas... Enfin, ouais, il y a plein de choses intéressantes qui existent dans tous les sens, mais ça part un peu dans tous les sens, quoi. Et puis après, bon, évidemment, la grande question, voilà, quoi, est-ce que quand on va expliquer, on va faire que l'utilisateur va avoir plus confiance dans le système, ce qui peut être bien, ou est-ce qu'en fait, on va faire des trucs qui vont permettre de manipuler les utilisateurs et de leur faire croire des trucs qui sont encore pires que de... Voilà, parce que quand on lui mettait juste à dire, bah non, t'as pas ton crédit, ok, et si en fait, on dit, je vais lui dire qu'il n'a pas son crédit parce que ça, mais en fait, c'est pas la bonne raison, quoi. Voilà. Et ça fait des enjeux sociétaux. On dit qu'il veut toujours finir par un enjeu sociétal. Ce qui est banal dans le domaine, mais pour moi, c'est une vraie question. Bon, voilà, je vais aller très vite sur la deuxième partie, désolé. Et donc, on va prendre des questions dans la salle ou en ligne. En ligne, il y a déjà une question. Déjà, pourrait-on avoir des références sur les interfaces explicatives? Oui, ça marche. Je fournirai ça. Est-ce qu'il y a des travaux sur des moyens d'améliorer les explications après avoir reçu le feedback des utilisateurs sur les explications? Je ne sais pas s'il y a des choses des trucs méthodologiques pour faire ça. Évidemment, il faut faire des boucles, mais je ne sais pas ce qui existe, quoi. Je ne sais pas répondre. J'avais commencé à faire l'état de l'art pour l'évaluation, mais c'est dur de trouver quelque chose d'unique pour l'instant. C'est ça, ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Et il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, mais ouais.
d'autres questions dans la salle? Vous parliez d'une difficulté objective de compréhension avec le cas des crédits. En même temps, le classifieur, là, il est binaire, c'est là, tu l'as pas. Finalement, je te l'expliquer, c'est juste que tu dois l'admettre. Sauf si on veut qu'il puisse progresser, enfin, que le client puisse progresser et qu'il sache comment s'améliorer pour la prochaine fois qu'il fasse une demande. Dans le domaine de l'amélioration, de l'action, Oui. c'est encore autre chose que Alors, après, ça, c'est la question de quel est l'objectif de l'explication. Et effectivement, plus exactement, quand quelqu'un demande pourquoi, c'est quoi son objectif? Il y a des gens, quand ils demandent pourquoi, ils veulent vraiment comprendre, parce que ça les intéresse. Il y a effectivement des gens qui sont en train de faire de l'optimisation et qui effectivement, en fait, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent juste savoir ce qu'ils doivent faire pour ça. Et tout ça, enfin, c'est marrant, je te donne la parole tout de suite, mais tout ça, ça fait vraiment penser à ce qui se passe quand on fait de l'enseignement aussi, quoi. Quand on explique, parce que l'explication, ça reste une question d'enseignement, quoi. Et quand on explique quelque chose, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre en vrai ce qui se passe, ils veulent juste savoir comment avoir l'examen, quoi. Enfin, ouais. Pour rebondir sur cette remarque, dans le cadre de la GDPR, dans le cadre des lois sur la numérique en France, il y a une obligation d'explication. S'il y a une décision algorithmique, il y a une forme d'obligation d'explication. Donc, juste dire tu l'as ou tu ne l'as pas compris, c'est devenu insuffisant. En fait, il y a toujours eu, de la part de l'administration, il y a toujours eu une obligation d'explication. Les décisions d'administration ont toujours été soumises à des procédures contradictoires, le droit au contradictoire et le droit que les décisions soient motivées. Une décision défavorable à un sujet de droit doit pouvoir être motivée. Donc, on s'en fout de l'explication, ça n'a jamais été le cas. C'est encore moins le cas dans le cadre légal actuel, mais ça n'a jamais été le cas. Je comprends ça, moi. Ce qu'il y a, c'est que dans l'exposé, vous en avez eu là, la fonction publique, finalement, le but dont vous parlez, ce n'est pas le même but dont toi tu parles. Il y a un but implicite qui est fournir une réponse quoi qu'il en coûte. Tandis que là, il y a un but actionnable. Ça, ce n'était pas exposé. C'est-à-dire que personne n'a jamais réussi à définir ce que c'était l'explication. Donc, on reste dans cette ambiguïté. Dans la loi, il y a marqué qu'il y a un droit à l'explication, il y a un devoir de fournir l'explication. Si on interprète le droit, c'est marrant parce que tu as marqué hier, je faisais référence, en fait, le droit, il vient du droit romain. Et dans le droit romain, ce principe du contradictoire, il est central. Donc, a priori, tu as le droit de contredire et qu'on t'apporte une réponse. Donc, la notion d'explication, elle n'est pas définie intrinsèquement, mais elle est définie par cette possibilité de contester. Et alors, on voit bien qu'en réalité, je ne sais pas trop s'il y a moyen de contester ce genre de décision, hein, mais fondamentalement, l'utilisateur, là, dans ces cas-là, pas dans tous les cas, s'il faut reconnaître une girafe ou un loup sur un truc, on est dans un autre problème. Mais là, sur le cas des problèmes de crédit, le pourquoi, la question est sous-jacente et elle est légitime, je pense, de la part de l'utilisateur. On ne peut pas juste dire on s'en fout. Le but de pouvoir compter. Ok, merci. Une autre question, hein. En fait, j'ai l'impression, c'est un avis personnel, mais j'ai l'impression que quand je parle d'explicabilité, il y a une forme d'honnêteté que ce qu'on veut quand même à la base, qu'on prenne, et que qu'il y a cette dichotomie entre la confiance et la compréhension, et si notre intérêt c'est plus les confiance en ce qu'on lui dit plutôt que les contacts, c'est plus du marketing et qualité. Et c'est très intéressant ce que tu vas dire par rapport au droit romain, parce que j'ai des amis qui sont des candidats et qui m'ont dit qu'un bon professeur, il ne doit jamais être dans une position d'autorité absolue. Il doit toujours bien faire comprendre aux gens qu'on peut contester ce qu'il dit. Et du coup, c'est marrant parce que c'est vraiment la tactique, dans ce sens-là, c'est vraiment opposé au marketing. Le marketing, c'est la confiance à tout prix, indépendamment s'il a compris vraiment ou si on lui a même menti, machin. Alors que la didactique, c'est la compréhension en tout, même si ça doit diminuer la confiance qu'il a en ce qu'on dit ou ce qu'on... Après, il y a aussi, voilà, quand on développe les outils pour améliorer la compréhension, on est obligé de se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de fournir des outils, peut-être pas soi, mais à des gens genre mal intentionnés, enfin voilà quoi, voilà, il faut se demander, est-ce qu'on peut donner des garanties, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, je pense que c'est une question à se poser. Enfin,
Quand on change la fonction de distance, on va biaiser les choses. Non, bah, dans Growing Sphere, ça s'applique quelle que soit la fonction de distance. Enfin, mais de toute façon, voilà, quand je change la représentation de mes données, quand je choisis les attributs dont je tiens compte ou pas, bah, j'ai introduit plein de biais. Et là, voilà. Et après, on peut partir aussi sur voilà, la prise en compte des données sensibles. On parle aussi sur les questions d'équité, de vérification des biais, des algorithmes, etc. Qui sont, c'est pas de l'XAI, mais c'est quand même pas très loin non plus, quoi. Enfin, quand on parle de transparence, c'est pas l'interprétabilité de l'explication, mais c'est quand même pas loin non plus. Et la transparence, c'est aussi de pouvoir dire ces attributs-là, je m'en suis pas servi, ou je garantis que ce que j'ai fait, c'est pas corrélé avec ces attributs sensibles. Enfin, voilà les éléments de, vagues éléments de réponse que je peux avoir, mais c'est à discuter. Enfin, je prétends pas avoir des. Oui, pour l'instant, une question. Existe-t-il des travaux sur les ontologies floues, l'inférence ontologique floue? Oui, beaucoup. Il y a eu du web sémantique flou, il y a eu des logiques de description floues, il y a eu des logiques de description possibilistes, il y a eu plein de choses. Des graphes conceptuels flous. Enfin, voilà. Il suffit de mettre fusil ontologie et normalement, il y a plein de réponses. Si la personne qui pose la question n'a pas, enfin, faut pas hésiter à envoyer un mail et, on pourra voir quoi. Ou de préciser la question. Sur certains diapos, il y a un déposé de factuel, par exemple, un dans une région statistique, une autre dans un site. On fait ça, par exemple, ici, le CF1, peut-être est plus facile à réviser. Et après, c'est parce que c'est le faute de la connexion des données qui donne ce problème. Mais pour nous, on préfère, par exemple, le CF2, il y a beaucoup plus de bandes de conservation et avec moins d'incertitude épistémique. Mais pour l'utilisateur, c'est votre problème. C'est le problème de modèle, c'est le problème de connexion des données. Mais pourquoi je dois payer plus? Ça, c'est un troisième problème. J'ai un doute, peut-être que CF1 qui n'est pas très mal. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens maintenant qui disent en fait, je ne vais pas renvoyer un contrefactuel. Je vais en renvoyer plusieurs. Par contre, en veillant à ce qu'il y ait une diversité des contrefactuels. Enfin, l'idée, c'est pas de renvoyer 15 dans cette zone-là, c'est de dire là, j'en ai 2, et est-ce que je peux pas renvoyer les 2 en disant j'ai une raison d'en renvoyer 2, quoi. Après, il faut aussi avoir une bonne raison d'en renvoyer plusieurs, parce que si on noie l'utilisateur sous les explications, il va aussi être perdu, quoi. Mais vous avez raison. Enfin, c'est un choix qui est fait aussi en disant ouais, ben, quand on manque d'informations, bah, peut-être qu'il faut renvoyer la balle au camp de l'utilisateur en lui disant différentes combinaisons des attributs. On peut faire ça, ou alors on peut dire je récupère. Alors, par exemple, il y a plein de façons. Enfin, là, j'invente. Hein, j'ai pas de réponse. On peut dire aussi, bah voilà, je vais prendre les 10 meilleurs candidats ou les 50 meilleurs candidats contrefactuels. Je vais faire du clustering sur ceux-là, et après, je vais prendre un représentant dans chaque cluster. En fait, le fait de faire de la diversité dans les réponses, c'est un problème classique. Par exemple, quand on fait des moteurs de recherche, surtout les moteurs de recherche d'images, je ne sais pas si vous avez vu, maintenant, quand vous demandez Tour Eiffel, avant, quand on demandait Tour Eiffel à un moteur d'image, on avait 18 000 fois la même photo de la Tour Eiffel de jour vue du Trocadéro. Et maintenant, ils introduisent de la diversité pour dire j'ai la Tour Eiffel vue du Trocadéro, j'ai la Tour Eiffel de nuit, j'ai la Tour Eiffel depuis l'école militaire, enfin j'ai plein de choses, quoi. Pour la Tour Eiffel, c'est pas, enfin voilà. Si on demande, c'est un exemple comme ça. Si on demande, par exemple, un exemple classique, c'est aussi pour si on demande des images de jaguar, on ne sait pas si l'utilisateur veut l'animal ou la voiture. Donc on s'arrange pour avoir de la diversité dans les réponses renvoyées. Voilà. Donc la notion de diversité, c'est pas c'est un problème où il y a déjà plein de choses qui existent. Et donc après, on peut probablement les transposer dans ce cadre-là. Et je ne sais pas ce qui est fait là pratiquement. Je sais qu'il y a des gens qui font plusieurs contrefactuels. Je ne sais pas exactement ce qu'ils développent comme méthode. Mais la méthode, oui, vous avez dit que c'était possible en choisissant de manière appropriée l'intermédiaire existant de cacher des biais que le classificateur aurait potentiellement appris. Ça a déjà été fait, ça dans le alors, pas dans, alors, en fait, je ne sais pas trop à quel niveau se place votre question. En fait, le fait de changer la mesure de distance pour introduire des biais, ça se fait de façon classique. Enfin, c'est quand on dit je prends cet attribut ou je ne le prends pas en compte. C'est comme si je mettais un poids 0 ou non à certains attributs dans la distance euclidienne. Et ça va changer complètement les résultats. Je ne sais pas si je réponds complètement à côté de votre question. Si ça...
qui a certains biais et qu'on veut les cacher au moment de l'explication, pas l'utilisateur. C'est-à-dire en termes de fairness. Ouais. Oui. Je pense qu'on peut cacher des choses. Après, voilà, ça, c'est une vraie question aussi. Et dans les questions d'agnosticité, je pense que ça va même au-delà de ce que vous dites. C'est effectivement, si on a un classifieur qui a sa propre mesure de distance, est-ce qu'on peut brancher en post-hoc derrière un expliqueur qui utiliserait une autre mesure de distance? En fait, ça n'a probablement pas de sens parce que si, genre, je sais pas, il y a six attributs, voilà, l'utilisateur, le classifieur utilise les 3 premiers, l'expliqueur utilise les 3 derniers. Ça va pas avoir de sens en fait. Les explications qu'on va fournir vont pas être cohérentes par rapport à ce que fait le classifieur. Et quand je le présente comme ça a l'air évident, mais si on fait par exemple du deep learning, c'est-à-dire que la représentation interne des données, on n'y a pas accès, et que nous, on arrive derrière en post-hoc, et qu'on n'a pas le même deep learner, on n'a pas le même modèle de langage, et on n'a pas ça, quand on va faire une explication en feature importance en disant c'est tel mot qui est important, c'est tel mot qui est important, si ça se trouve, ça ne correspond pas du tout à la façon de raisonner, enfin de calculer du classifieur. Donc, vous voyez, au-delà de la question de la fairness, il y a effectivement une question de cohérence entre le modèle de l'expliqueur et le modèle du classifieur, je trouve. J'ai l'impression. Il y a un mot-clé qui s'appelle fairwashing. C'est le problème-là. Fairwashing. Ah oui. Donc, il y a un mot-clé, énormément de choses. Ça se fait beaucoup. Et ça, il a été démontré que le fairwashing marchait très bien. Généralement, on arrivait à peu près à expliquer tout et n'importe quoi, à réussir à passer sous les mesures d'équité. Il y a eu plein de travaux sur la fairness proposés en Excel ces dernières années. Et les travaux récents en fairwashing montrent qu'on arrive à passer sous toutes ces mesures en expliquant que oui, on a été bien, on a toujours trouvé des explications post-hoc, et en fait, ce n'est pas du tout une critère protégé conservé. Oui, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. C'est précisément à ça que je pensais, en fait, du point de vue utilisateur, comment je peux être sûr que l'explication qu'on me donne, parce que peut-être qu'elle correspond au modèle, mais que ce n'est pas l'explication, la vraie explication ou la plus courte. Après, le cœur a sa raison que la raison ignore. Et on peut, enfin, voilà quoi. Enfin, ouais. Du modèle agnostique, il faut au moins savoir comment le classifier calcule ses distances. Est-ce qu'il a plus pondéré sur l'attribut que d'autres? je sais pas répondre. Par exemple, si on fait un surrogate en post-hoc agnostique, on peut faire une approximation locale du classifieur. Alors, il faut qu'elle soit suffisamment fidèle au classifieur, mais au moins localement, on va dire, localement, c'est ça qui se passe. Même sans avoir aucune idée du fonctionnement, enfin des attributs qu'il a utilisés ou je sais pas quoi. On dit, dans cette zone-là, ça a l'air de... À condition que le surrogate soit pas trop loin de la réalité. Enfin, du classifieur. Non. Non. Parce que pareil, quand on dit qu'est-ce que c'est que la localité, effectivement, quand on dit la localité, si on n'est pas dans le même espace de description que ce qu'a utilisé le classifieur, on va dire, bah lui, il a l'air tout près, mais pour le classifieur, en fait, il est situé à des années-lumière, quoi. Mais là aussi, c'est pour ça que je reviens à la question, c'est quand on veut expliquer, c'est quoi l'objectif pédagogique? C'est quoi l'objectif pédagogique et c'est quoi le besoin de l'utilisateur? Et vraiment, enfin, et je pense que je suis pas sûre qu'on puisse faire une explication générale dans tous les cas, etc. Il faut se dire, je considère que voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Si par exemple on dit, je sais pas moi, j'ai un médecin qui utilise un système et on veut lui expliquer les décisions qui ont été prises, c'est vraiment pas du tout la même chose que si on est dans le domaine de l'assurance, etc. Et il faut arriver à formaliser les hypothèses qu'on fait en termes machine learning. Mais il y a quand même des cas qui vont être, voilà, on se dit, bah, ce cas-là, oui, c'est un cas intéressant, mais il n'est pas réaliste. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais, je ne sais pas comment je pourrais traiter. Mais je suis d'accord. Enfin, pour moi, il y a aussi, on ne peut pas tout expliquer. Je serais contre le fait de dire, on va, dans tous les cas, on va trouver une explication pertinente. Et par contre, savoir s'abstenir d'expliquer en disant, là, voilà, enfin, donner une espèce de confiance en son explication et de dire à quel point est-ce que je crois que l'explication c'est peut-être aussi une façon d'aider, quoi. Enfin, je sais pas.
prototype, si on tombe exactement, même si ce n'est pas censé arriver sur le prototype appris par un modèle d'explication, il n'y a pas besoin d'expliquer. Enfin, voilà, on redonne le prototype. On peut redonner le prototype. Sauf que pour dire qu'on est égal au prototype, c'est une mesure de comparaison. Et c'est une mesure de comparaison, c'est une mesure de distance. Donc voilà, on est égal au prototype dans un espace de description. C'est le bon espace de description. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que c'est rigolo, quoi. Il y a plein de choses à faire. Effectivement, et je pense que ceux qui travaillent sur en XAI, ils doivent se poser des questions vraiment sur le qu'est-ce qu'on fait en vrai, qu'est-ce qu'on explique, qu'est-ce qu'on dit qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on dit qu'on n'est pas capable de faire. Et il faut essayer d'être conscient des limites de ce qu'on fait, ce qui est toujours difficile, quoi, mais de dire ah oui, si ça se passe, voilà. Si je suis dans tel cas, je vais fournir une explication. Une question en ligne, quel serait le moyen de combiner coefficient de confiance et imprécision? En fait, je pose la question on rencontre des problèmes en intégration de données et en recommandation. Parce qu'ils intègrent des données de différentes sources, en fait, avec des différents niveaux d'indice de confiance. Et il applique des approches de relaxation basées sur la logique flow. En fait, pouvoir ordonner en fait, ces recommandations. Oui, il y a des façons. On peut envisager des choses, on peut envisager des combinaisons, enfin, donc des opérateurs d'agrégation qui vont combiner. On a deux informations qui sont différentes, qui sont effectivement à quel point c'est précis et à quel point est-ce qu'on a confiance, c'est ça qu'il a dit. Enfin. Et effectivement, plus c'est précis, moins on va avoir confiance, quelque part. Donc il faut arriver à trouver un compromis, je pense, entre les deux. Et il y a des. Ouais, faut trouver un truc. Moi, je partirais sur des opérateurs d'agrégation ou un front de Pareto et de trouver les solutions non dominées dans ce double espace. Je sais pas.